Bonjour à tous pour cette première séance du cycle de conférences sur les changements climatiques que l'Association française pour l'éducation par la recherche mène en partenariat avec l'Académie de Reims. Et je remercie Antoine Maigret, chef de mission EDD sur l'Académie, de cette confiance qui nous permet de vraiment être au plus près des frontières entre le monde éducatif et le monde de la recherche. Pour inaugurer notre conférence aujourd'hui, nous accueillons Jean-Baptiste Salé, chercheur au CNRS, océanographe et climatologue, auteur principal du GIEC, plus précisément du chapitre 9 portant sur les changements d'océan, cryosphère et changements des niveaux de mer. L'objectif aujourd'hui, c'est de donner à l'ensemble des participants des repères relatifs au changement climatique en général, mais également au fonctionnement du GIEC. Et pour fonctionner, Antoine Maigret et moi-même, nous vous proposons deux modalités. Au début, nous avons un temps consacré à l'exposé de Jean-Baptiste Salé. N'hésitez pas, pendant ce temps-là, qui va durer entre 30 et 40 minutes, à ajouter dans le chat remarques, questions, observations, demandes d'éclaircissement. À la fin, il y a une vingtaine de minutes d'échange. Néanmoins, si vous avez des questions pourtant vraiment sur des points précis de l'exposé, nous les relayerons mais sans attendre la fin. Et je laisse la parole à Jean-Baptiste. Merci Ange pour cette présentation, cette introduction. Et puis bonjour à toutes et tous. Je vais partager mon écran. Donc je ne vais pas me représenter vu qu'Ange vient de le faire, mais je vais parler donc du changement climatique, des causes, des conséquences, des solutions aussi. Et en fait, je vais baser mon exposé vraiment sur l'ensemble du sixième cycle d'évaluation du GIEC. Qui est un ensemble de 6 rapports qui ont été publiés entre 2018 et 2023, mars 2023 le dernier. Donc, je vais vous parler aujourd'hui, j'ai divisé ma présentation en 4 sections. La première, c'est, je voudrais rappeler, je ne vais pas rester trop longtemps sur cette section, mais je voudrais rappeler quelques éléments qui me semblent importants du mode de fonctionnement du GIEC. Pour bien qu'on se situe, savoir ce que c'est quand on parle du GIEC et des conclusions du GIEC. Après, j'en viendrai à où on en est aujourd'hui et quels sont les futurs possibles. Ce sera la plus grosse partie de mon exposé. Et puis après, je viendrai sur une partie de accélération de l'action, peut-être la partie un tout petit peu plus positive de mon exposé. Donc, pour parler du GIEC, je voudrais revenir sur qu'est-ce qu'un savoir, qu'est-ce que la science, bon, c'est peut-être une question un peu ambitieuse, mais je vais essayer de schématiser un tout petit peu. On a accès à un certain nombre de preuves scientifiques à travers Non, non, non. des hypothèses, de la théorie, de l'observation, des expériences en laboratoire ou encore des expériences numériques. Toutes ces preuves différentes, elles sont publiées dans des papiers scientifiques. Et ces papiers scientifiques, donc on a un ensemble, un éventail de preuves scientifiques qui viennent de ces différents outils, approches, je dirais. Et, le but du GIEC, c'est de tenter. Excusez-moi, je vais vous demander, s'il vous plaît, de fermer tous vos micros. Sinon, on entend tout. Pardon. Et je me tais. Merci, Ange. Donc, le but du GIEC, c'est d'évaluer l'ensemble de ces preuves pour regarder quelle est leur représentativité, évaluer la limite potentielle des approches, regarder leur accord entre elles et pour établir ce qu'on croit être des faits scientifiques. Un défi majeur qui se pose quand on essaye de faire ça, c'est l'explosion de la connaissance sur le changement climatique. Et sur le panneau de droite ici, je vous ai représenté le nombre de publications scientifiques avec le mot-clé changement climatique qui sont publiées chaque année. On voit qu'on a une explosion exponentielle de la connaissance avec aujourd'hui plus de 40 000 papiers scientifiques qui sont publiés par an. Et donc vraiment, on a un vrai défi pour
pour un décideur politique, mais même pour un scientifique dans son coin, de faire cette évaluation. Et donc, c'est là où le GIEC rentre en jeu. Et le but du GIEC, c'est donc d'évaluer ces informations scientifiques, techniques et socio-économiques qui sont pertinentes pour comprendre les changements climatiques et peut-être surtout les options d'adaptation et d'atténuation de ce changement climatique. Une caractéristique forte des rapports du GIEC, c'est qu'ils doivent être neutres en ce qui concerne les politiques, mais ils doivent traiter objectivement des facteurs scientifiques, techniques et socio-économiques pertinents. Ces rapports, ils sont écrits par des autrices et des auteurs qui travaillent dans différents domaines d'expertise. J'en ai fait partie, mais avec tout plein de collègues. Ces auteurs et autrices ne sont pas payés pour ce travail, c'est un point important aussi à comprendre. Et le travail d'auteur ou d'autrice repose donc sur cette évaluation de la littérature scientifique. Et donc, quand on fait cette évaluation, alors là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je n'en ai pas le temps, puis je n'ai pas envie de vous perdre là-dedans, mais il y a toute une méthodologie très standardisée pour évaluer la littérature scientifique en se demandant quelles sont les preuves qui existent, que valent ces preuves en termes de quantité, de qualité. Et puis après, on se pose la question de, à partir de cet ensemble de preuves, peut-on évaluer une confiance? Oui ou non? Peut-on évaluer un niveau de confiance? Oui ou non? Et peut-on évaluer une probabilité? Donc là, on est vraiment sur de la quantification. Et encore, oui ou non. Et tout ça pour vous dire que vous avez peut-être entendu parler que le GIEC dit qu'il est probable de telle ou telle chose. En fait, derrière le mot probable, il y a vraiment une quantification. C'est un langage standardisé qui correspond à quelque chose de quantifié. Donc, pour probable, typiquement, c'est au-dessus de 66% de probabilité. Voilà, je passe vite sur tous ces aspects. Si vous avez des questions, j'y reviendrai avec plaisir, mais c'est que j'aimerais avoir le temps d'aborder les autres aspects de mon exposé. Donc, à partir de cette évaluation, donc on écrit des chapitres sur différents thèmes. À partir de cet ensemble de chapitres, l'ensemble des chapitres pour un groupe de travail, ça représente à peu près quelques milliers de pages. On en extrait ce qu'on appelle un résumé technique. Et à partir, donc résumé technique qui fait de l'ordre de 50 à 100 pages, qui en gros essaye de faire une analyse transverse de tous les chapitres. Et puis après, on en extrait un résumé pour décideurs, pardon, un résumé pour décideurs qui fait quelques dizaines de pages et qui est vraiment l'information la plus pertinente pour les décideurs politiques ou de la société de manière générale. Donc, ce processus, c'est ce qu'on appelle un processus de distillation de l'information, où on part vraiment de l'évaluation de la littérature scientifique, écriture d'un chapitre, et puis on essaye de le résumer petit à petit pour vraiment en retenir que la connaissance la plus solide et la plus pertinente pour la prise de décision. Alors, ce processus, il a mené lieu à trois gros rapports. Le GIEC est divisé en trois groupes de travail. Le premier qui s'attaque à la physique du changement climatique, c'est dans ce groupe de travail que j'ai contribué. Le deuxième qui s'intéresse aux impacts, à l'adaptation, à la vulnérabilité du changement climatique. Et le troisième groupe de travail qui s'attaque à l'atténuation. Ce qu'on appelle l'atténuation, c'est la réduction, les options de réduction du changement climatique, d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, vous voyez que pour chacun de ces trois gros morceaux de rapport, on a plusieurs dizaines de milliers de publications scientifiques qui ont été examinées par plusieurs centaines d'auteurs et autrices. Et un point important, c'est qu'on reçoit énormément de commentaires. On a des commentaires de relecture envoyés à l'ensemble de la communauté scientifique, envoyés à l'ensemble des gouvernements également, de l'ONU, qui nous envoient des commentaires. Et il faut qu'à chaque fois qu'on revoie notre copie et qu'on réponde, enfin qu'on revoie notre copie si le commentaire est pertinent évidemment, ou si ce n'est pas pertinent, qu'on explique pourquoi on pense que ce n'est pas pertinent. Et tout ça est publié, les commentaires et les réponses aux commentaires sont publiés de manière totalement transparente avec le rapport. Voilà, donc j'en ai fini avec
avec la description du mode de fonctionnement du GIEC. Désolé, je suis passé un petit peu vite. Encore une fois, si vous voulez que j'y revienne, je le ferai avec plaisir. Je voudrais maintenant passer à où nous en sommes aujourd'hui, et enfin, ou plus au contenu, disons, des rapports du GIEC et de cette sixième évaluation du GIEC. Et j'ai tenté de la résumer, enfin, c'est pas moi qui l'ai résumé comme ça, c'est le bureau du GIEC qui l'a résumé comme ça, par trois mots. Le premier, c'est gravité. Hein, on ne peut plus faire le déni de la gravité de la situation dans laquelle on est et vers laquelle on va. Le deuxième mot, c'est urgence. On ne peut plus faire le déni de l'urgence à réagir. Et le troisième mot, c'est action. On a aujourd'hui toutes les options disponibles sur la table pour pouvoir agir. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, le premier point, c'est que l'influence humaine sur le climat est sans équivoque et généralisée sur l'ensemble du système Terre. Ici, j'ai une figure qui tente de résumer un petit peu l'ensemble des changements qu'on observe en fait sur l'ensemble des différents compartiments du système Terre. Donc, dans l'atmosphère, avec des augmentations de CO2, des changements de régime de précipitation, dans la cryosphère, avec une forte baisse de la masse des glaciers et des calottes polaires, les glaciers continentaux et des calottes polaires. Une augmentation évidemment de la température de surface dans l'atmosphère, dans l'océan, une forte augmentation du niveau de la mer et du contenu énergétique des océans. Alors, pardon, je ne vous ai pas dit, mais là, chacun de ces graphiques représente en couleur une augmentation de chacune de ces quantités, enfin une augmentation, un changement de chacune de ces quantités. Et puis en axe des abscisses, c'est le temps qui est entre la période pré-industrielle et aujourd'hui. Ces changements, en plus d'être généralisés, ils sont sans précédent. Alors, quand je dis sans précédent, évidemment, il y a une échelle de temps associée à ça. Hein. Pour la concentration de CO2, elle est aujourd'hui au plus haut depuis au moins 2 millions d'années. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas connu, en tant qu'humain, de concentration de CO2 aussi haute. La hausse du niveau des mers, elle est la plus rapide depuis au moins 3000 ans. La banquise arctique, elle est au plus bas depuis au moins 1000 ans. La retraite des glaciers sans précédent depuis au moins 2000 ans. Ici, j'ai pris que 4 exemples. Je pourrais faire une liste beaucoup plus grande. Et à chaque fois, vous verrez que j'ai mis au moins. En fait, ça représente en fait la qualité de nos observations. On peut dire qu'au moins jusque-là, on sait que c'est sans précédent. Après, il est difficile pour certaines quantités de remonter plus loin. La Terre s'est donc réchauffée. Elle s'est réchauffée aujourd'hui sur la dernière décennie de 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors ce chiffre, c'est ce qu'on a publié en 2021. En fait, ça a été mis à jour. Si on prend la décennie 2003-2022, on est déjà à 1,15. Ça, c'est un point important, c'est que tous les chiffres que vous avez ici, en fait, dans quelques mois ou quelques années, il faudra les réactualiser. Ça va tellement vite. Donc ce changement dans la température de surface, on l'observe très bien sur les 2000 dernières années. Ici, on a un graphique sur les 2000 dernières années avec vraiment une augmentation très forte dans le dernier siècle. Et quand on zoome sur ce dernier siècle, on voit très bien cette augmentation de 1,1 degré par rapport à ce qu'on appelle l'ère pré-industrielle, qui est la partie ici, 1850 à 1900. Alors, cette augmentation de température globale, elle a une répartition spatiale inhomogène. Et il s'avère qu'on a un réchauffement plus fort sur les continents que sur les mers. Et notamment en Europe, on a un réchauffement plus fort que la moyenne globale, avec un réchauffement de 1,7 degré en France en 2021. Aujourd'hui, on est déjà à 1,9 degré. Donc voilà, toutes ces choses évoluent vite. Mais on voit bien que la France, l'Europe n'est pas épargnée, évidemment, par ce changement climatique. Un point important de dernière évaluation du GIEC, c'est de montrer que 100% du réchauffement observé, c'est 1,1 degré, ils sont dus aux activités humaines. Donc vraiment, on a un réchauffement, un changement climatique qui est sans équivoque causé, sans équivoque, encore une fois, je le dis, mais c'est un mot standardisé du GIEC, hein, c'est pour dire vraiment une confiance, il n'y a pas plus haut, causé par les activités humaines. Alors, ces activités humaines sont donc responsables du réchauffement climatique et comment ça se traduit? C'est une augmentation des émissions, des émissions de gaz à effet de serre, pardon,
Le principal responsable, c'est le CO2 issu des énergies fossiles et de l'industrie. On le voit très bien, cette augmentation forte. On a aussi une forte contribution du CO2 issu du changement d'usage des terres et puis tout un autre ensemble de gaz à effet de serre qui contribue aussi à réchauffer. Quand on prend l'ensemble de ces J'ai 29 € de Oui. matière libre. Ah, Est-ce que je peux m'acheter un truc qui est dessus sur mes listes? C'est possible, s'il vous plaît, de fermer les micros. Merci. euh, je voulais faire une blague, mais je ne veux pas. Donc, euh, donc, ces gaz à effet de serre, pardon, du coup, ces gaz à effet de serre contribuent à réchauffer la planète. Hein, et là, on l'a évalué dans le GIEC. On est à peu près à 1,5 degré de réchauffement. Vous allez me dire, vous m'avez dit que c'était 1,1 degré de réchauffement et les gaz à effet de serre réchauffent de 1,5 degré. C'est quoi votre erreur? En fait, c'est qu'on a, une partie de l'activité humaine qui tend à refroidir le climat. C'est typiquement ce qu'on appelle les aérosols, qui sont liés à la pollution, hein, par exemple les particules fines issues de la circulation de voitures, qui tendent, elles, à refroidir légèrement le climat. Et donc, quand on somme ces différentes contributions humaines, hein, des gaz à effet de serre et des aérosols, on arrive à 1,1 degré, exactement ce qu'on observe comme réchauffement depuis le pré-industriel. Alors, l'influence humaine, elle n'est pas observée que sur le réchauffement planétaire global, mais aussi sur le réchauffement des océans, sur les zones englacées de la planète, comme les glaciers, la banquise ou le manteau neigeux, hein, comme on voit de manière assez frappante en France, notamment dans les Alpes et dans les Pyrénées. Les émissions françaises, où on en est par rapport à tout ça. Alors là, c'est un petit écart par rapport au GIEC. C'est une diapo qui est issue du Haut Conseil pour le climat, qui est qui est un groupe d'experts indépendants qui remet des rapports au Premier ministre, à la Première ministre, pour évaluer l'état du changement climatique en France. Et ici, ils évaluent les gaz à effet de serre en 2019. Alors, c'est un petit peu, ça date un petit peu, mais l'évaluation de 2022 est pratiquement la même, pas exactement, mais pratiquement. On a un tiers qui vient du transport. Et puis après, on a un paquet à peu près à 20% entre l'industrie, l'agriculture et les bâtiments. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les émissions, enfin, on a aussi un souci, en plus de ces émissions, on a un souci qu'on réduit les puits naturels de carbone en perdant des surfaces de forêt, notamment à travers les feux. Donc, ces gaz à effet de serre, en quoi ils modifient le climat? En fait, donc je voudrais vous parler très rapidement de l'effet de serre. Donc, dans un climat à l'équilibre, on a, on a de l'énergie qui vient du soleil, qui va avoir tendance à réchauffer la Terre. Et puis, comme tout corps chaud, la Terre va rayonner de l'énergie vers l'extérieur. Et donc, quand on est à l'équilibre, on a à peu près la même quantité qui évolue pas dans le temps. Et donc, cet effet de serre, hein, est quelque chose de naturel. Euh, donc, en fait, on a cet effet de serre, en fait, le rôle qu'il a, c'est de réduire un petit peu l'énergie qui est radiée vers l'extérieur, et donc de garder de la chaleur en son sein. Ce qui fait qu'on arrive à avoir une planète autour de, disons, 15 degrés, qui est tout à fait agréable pour la vie de manière générale. Ce qui se passe, c'est quand on accumule des gaz à effet de serre, donc qu'on change cet effet naturel en accumulant des gaz à effet de serre par les activités humaines, on réduit d'autant plus ce rayonnement vers l'extérieur. Et donc, on accumule de l'énergie au sein de la planète Terre. Cette énergie, on la voit, on peut la mesurer. Cette énergie, c'est de la température, en gros, de la chaleur. On peut la mesurer dans les différents compartiments du système Terre et on se rend compte en réalité qu'il y a 91% de cette énergie qui rentre dans les océans. Donc là, on voit que les océans nous rendent un service absolument fondamental à son dépens, hein, parce que les océans réchauffent fortement, mais du coup, ils captent énormément de chaleur, ce qui fait que dans l'atmosphère, il en reste que 1%. Alors, ça reste énorme, hein, c'est 1,1 degré de réchauffement et tous les catastrophes climatiques qu'on connaît, et puis des pourcentages un peu plus élevés dans les glaces et dans les terres émergées. Jean-Baptiste, je t'interromps 30 secondes parce que nous avons une question plutôt liée aux connaissances avant de continuer. Un collègue demande si le sens de changement d'usage des terres signifie déforestation ou bien quelle est la corrélation entre les deux. Alors, le changement d'usage des terres, ça peut tout à fait être la déforestation. C'est exactement ça.
Ça peut être la déforestation, ça peut être l'urbanisation, ça peut être tout ce qui, est de la perte de puits naturel de carbone. Je ne sais pas si ça répond à... Si. Donc pour l'instant, j'ai parlé de réchauffement tendanciel. Il s'avère que un résultat de nos connaissances scientifiques, c'est qu'aujourd'hui, on comprend bien que ces réchauffements tendanciels ou ces changements tendanciels sont associés à une intensification de la fréquence et de l'amplitude des événements extrêmes. Et ça, on le voit très bien, hein. Enfin, vous le sentez, vous le savez sûrement à travers votre expérience quotidienne, à travers la lecture de la une des journaux. Hein, on le voit sur les vagues de chaleur, on le voit sur les pluies diluviennes, on le voit sur les sécheresses écologiques, les cyclones tropicaux intenses, et aussi dans les océans, à travers les vagues de chaleur marine, hein, où on a été frappé, notamment en France métropolitaine, très fortement cet été en Atlantique et en Méditerranée. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on a une combinaison de plus en plus de ces extrêmes climatiques. On a des sécheresses qui se combinent avec des vagues de chaleur qui donnent des conditions très propices au feu. On l'a vu notamment en 2022 sur le territoire métropolitain. On a l'acidification qui se combine avec les vagues de chaleur, la déoxygénation aussi, c'est un aspect dont je ne vous ai pas parlé, mais c'est un aspect du changement climatique qui fait que l'océan perd de l'oxygène. Et tout ça, ça a des conséquences dramatiques sur les écosystèmes, et là, notamment l'image d'un corail. Et puis, on a aussi des combinaisons telles que la montée des mers, les fortes précipitations, et puis potentiellement ou pas des cyclones de forte intensité qui vont se combiner pour avoir des aspects dramatiques sur nos côtes. Il s'avère qu'en fait, tous les continents du monde sont touchés par l'augmentation de ces extrêmes climatiques. Ici, c'est une figure qui synthétise en fait par région ces augmentations d'extrêmes chauds, de précipitations et de sécheresse écologique. On voit que l'ensemble des continents du monde sont touchés par ces changements. Alors, tous ces extrêmes, en fait, et aussi le réchauffement tendanciel, enfin le changement tendanciel, ont des impacts graves et sont associés à des pertes et dommages. On le voit, alors je ne vais pas faire toute la liste ici, mais on le voit juste quelques secteurs, hein. On le voit sur la disponibilité en eau et nourriture, on le voit sur la santé et le bien-être, hein. On le voit sur les villes et les infrastructures, les dommages hein, sur les villes et les infrastructures, et aussi très fortement sur la biodiversité et les écosystèmes. Et tout ça, là je parle de manière très générale, mais on l'évalue aussi par secteur du globe. Et juste, encore une fois, là, je ne vais pas rester sur cette slide très longtemps, mais c'est juste pour vous informer, parce que des fois, on peut avoir une mauvaise sensation par rapport à ça, mais en Europe, hein, on est tout à fait touché par l'ensemble de ces pertes et dommages. Alors, encore un petit écart vers le Haut Conseil pour le climat pour voir ce que ça représente dans notre quotidien. Par exemple, ici, pour l'année 2022, donc une diapo issue du dernier rapport du Haut Conseil pour le climat publié en juin dernier. Des impacts très concrets qu'on a vus en 2022, c'est sécheresse des sols exceptionnelle pour 3/4 du territoire métropolitain, une production agricole réduite de 10 à 30%, une production hydroélectrique réduite de 20%, plus de 2000 communes avec des tensions en eau potable, hein, je parle bien d'eau potable ici, dont 7 en interruption totale, des demandes de communes pour catastrophes naturelles, c'est pas vrai. des hectares, désolé pour des hectares, 72 000 hectares brûlés en 2022, qui excèdent très largement les limites des moyens français. Et puis des décès, hein, tout simplement, de la mortalité, presque 3000 associés aux vagues de chaleur estivales l'été dernier, en 2022. Donc tous ces aléas climatiques, ils sont associés à des risques. Et donc ici, je voudrais revenir sur un petit peu la définition, enfin, ou le concept de risque dans le cadre du GIEC ou du changement climatique de manière générale. Alors, un risque, c'est associé à un danger, hein, qui peut être un aléa climatique, typiquement, comme on l'appelle, qui peut être, par exemple, une pluie diluvienne. Mais pour comprendre le concept de risque, on doit considérer d'autres dimensions, et notamment l'exposition. Par exemple, une habitation à proximité d'un cours d'eau, lors d'une pluie diluvienne, est plus associée à de plus gros risques
plus loin d'un cours d'eau. Et puis, il y a une troisième dimension qu'il faut prendre en compte, c'est la vulnérabilité de cette habitation ou des personnes qui y habitent, et donc la capacité à se protéger, à être sa sensibilité à une inondation, par exemple. Et donc, c'est l'ensemble de ces trois dimensions qu'il faut comprendre pour estimer le niveau de risque auquel on est associé par rapport à un aléa climatique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une grande partie de la population de la planète, hein, la moitié, telle qu'évaluée par le GIEC, est très vulnérable au changement climatique. Et il ne vous échappera pas ici que la plupart, enfin, les régions les plus vulnérables sont les régions qui ont émise le moins, qui sont moins responsables du changement climatique de manière historique. Alors, je ne vous ai pas parlé de responsabilité des différents pays, on pourra en parler si vous voulez, mais en gros, le changement climatique, il résulte de l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Donc, tout ce qu'on a accumulé depuis l'ère pré-industrielle. Et donc, évidemment, les pays qui se sont développés lors de la révolution industrielle, donc les pays du Nord, sont bien plus responsables du changement climatique que les pays du Sud. Donc, maintenant que j'ai établi quelques constats sur où on en est à l'heure actuelle, je voudrais aborder quels sont les futurs possibles. Alors, un résultat très important du GIEC, c'est qu'on sait stabiliser on sait comment on peut faire pour stabiliser le réchauffement. Pour ça, il suffit, si je puis dire, d'atteindre un net zéro de CO2. Ce que je veux dire par net zéro de CO2, c'est qu'on n'accumule plus, qu'on n'accumule plus de carbone dans l'atmosphère, de CO2 dans l'atmosphère. Si on en émet, il faut qu'on accroisse la capacité des pluies naturelles de carbone à absorber un peu plus pour avoir, c'est ça l'idée du net. Mais on ne pourra pas accroître l'absorption de manière très grande, hein, peut-être à la marge. Et donc, ce que ça veut dire, c'est de réduire profondément et durablement et rapidement les émissions de CO2. Et puis, évidemment aussi, de réduire les émissions des autres gaz à effet de serre. Aujourd'hui, les politiques actuellement en place dans le monde nous amènent, c'est une évaluation scientifique encore une fois, vers cette trajectoire rouge qui en gros, donc ça, pardon, ici je vous représente l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Donc je vous disais, pour stabiliser le réchauffement, il faut essayer de réduire très fortement. Okay, ici, la rouge, c'est vers où nous emmènent les politiques actuelles, les politiques en place actuelles au niveau international. Et quand on évalue ces émissions, ce que représenterait de continuer ces émissions de gaz à effet de serre sur cette trajectoire, on arriverait à peu près à 3,2 degrés à la fin du siècle, donc bien au-dessus des accords internationaux tels que l'accord de Paris, hein, sur lequel on s'est engagé hein, en groupe, de manière internationale, mais notamment la France, à réduire le réchauffement à 1,5 degré ou bien en dessous de 2 degrés. Alors, si on essaye de voir quelle trajectoire on devrait suivre pour limiter le réchauffement à 1,5 degré ou bien en dessous de 2 degrés, en fait, on doit suivre les chemins soit verts, soit bleus. Et donc, vous voyez bien ici la différence entre vers où on va à l'heure actuelle et vers où nous devrions aller. Et donc, on a vraiment besoin urgemment de réagir pour se rapprocher le plus proche possible de ces passages verts et bleus. Pourquoi la notion d'urgence? Pourquoi j'emploie le mot urgemment? C'est qu'en fait, il faut bien comprendre que tout ce dont on parle ici, quand on dit stabiliser le réchauffement, c'est le but de changer nos émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas de revenir au climat de nos parents ou grands-parents. Il faut bien comprendre ça. Le but, la seule chose qu'on peut faire, c'est stabiliser la température à laquelle on est. Donc, plus on attend, plus le climat continue à se réchauffer, plus on stabilisera un niveau haut. Et 3 degrés de réchauffement, c'est des défis extrêmement importants. Hein, c'est déjà beaucoup plus du double que de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et c'est des défis extrêmement importants pour la santé humaine, pour la morbidité, pour la mortalité et aussi pour les écosystèmes. Alors, l'évolution de la future de la température, je regarde un petit peu je suis un tout petit peu lent, donc je vais passer sur ces deux diapos pour venir à celle-ci.
pour vous montrer à quoi ressemblerait un monde dans différents niveaux de réchauffement, 1,5 degré, 2 degrés, 3 degrés ou 4 degrés. Ce qu'on voit, c'est que évidemment, on a une température moyenne globale qui est définie par ces niveaux, mais la répartition spatiale, il y a une répartition spatiale, et notamment quand on est un monde à 3 degrés, on voit qu'on est bien au-dessus sur les continents. Et ici, on a représenté le changement de température du jour le plus chaud, donc en gros les jours de canicule, hein, et on voit des augmentations de l'ordre de 6-7 degrés. Donc un monde à plus 3 degrés en moyenne globale, il faut bien se rendre compte que dans notre quotidien, c'est bien plus d'augmentation de température. Alors, je vous parlais de risques pour la santé humaine. Enfin, ici, c'est la santé humaine, donc, qui augmente avec le niveau de réchauffement. Ce qu'on voit ici sur ces 3 cartes, hein, pour 3 niveaux de réchauffement différents, c'est le nombre de jours en couleur où les conditions de température et d'humidité exposent les individus à un risque mortel. Quelque chose d'assez sérieux quand même. Et on voit autour de 3 degrés, hein, vers toute l'année, on sera exposé à des risques mortels climatiques. Alors, cette morbidité et mortalité liée à la chaleur, et comme tous les autres risques, dépendent aussi de nos niveaux d'adaptation. Ce que je vous montre ici sur ce schéma en bas, c'est le niveau de risque associé à la chaleur. Les couleurs violettes sont des risques très importants, les couleurs jaunes, des risques un peu moins importants, blanc, pas de risque. Et on voit que dans 3 scénarios d'adaptation différentes, si on néglige complètement l'adaptation, on a un niveau de risque très important, potentiellement à des niveaux de réchauffement, par exemple à 2 degrés, on a des niveaux de risque très importants. Si on a une adaptation proactive, on arrive grandement à réduire les risques. Ce qu'on voit aussi sur ce schéma, c'est qu'on ne peut pas avoir une adaptation proactive à 3 degrés ou 4 degrés. À partir d'un certain niveau de réchauffement, il y a tout plein de solutions d'adaptation qui sont plus disponibles. Et donc ici, on voit bien l'importance de s'adapter au nouveau monde dans lequel on arrive, mais aussi à réduire nos gaz à effet de serre pour ne pas arriver vers des niveaux de réchauffement trop, parce qu'encore une fois, on ne pourra pas s'adapter à des niveaux de réchauffement trop. Alors, en plus de tout ça, pardon d'assombrir encore un peu plus le tableau, mais les risques sont de plus en plus complexes et difficiles à gérer. On a des risques en composite ou cascade qui sont illustrés ici pour un petit exploitant agricole, ou juste pour illustrer mon propos de la complexité de ces risques, on peut avoir une chaleur extrême qui va provoquer une baisse de l'humidité des sols, une perte de rendement, une baisse de revenus, réduire la capacité de travail, qui va elle-même ajouter de la perte de rendement, qui va créer une hausse des prix alimentaires, augmentation de la malnutrition, etc. Et puis, vu qu'on a un monde mondialisé, c'est aussi des risques qui voyagent sur le monde. On peut avoir une sécheresse à un endroit du monde qui va avoir des impacts à l'autre bout du monde. Je vais passer sur cette diapo. Et donc, tout ça pour dire que pour éviter ces pertes et dommages croissants, il est urgent de s'adapter. C'est le message que je vous disais il y a quelques minutes, mais cela ne suffit pas. En même temps, il est urgent de réduire rapidement et profondément nos émissions de gaz à effet de serre, parce qu'encore une fois, il y a tout plein de solutions d'adaptation qui ne sont plus possibles à des niveaux de réchauffement trop hauts. Je vais passer sur ces slides, ces diapos, pardon, et passer tout de suite à ma partie sur comment accélérer l'action. Alors, il s'avère, et c'est la bonne nouvelle, un petit peu ce que j'appelle la bonne nouvelle des rapports du GIEC, c'est que le GIEC nous dit que la voie est extrêmement claire, en fait. On a de nombreuses options d'action qui sont faisables, efficaces et abordables, qui sont disponibles maintenant. Alors, je ne vais pas évidemment vous faire la liste de toutes ces solutions d'adaptation et d'atténuation, mais je voulais juste vous montrer ici que, que ces listes sont faites vraiment par secteur, hein, pour l'énergie, pour les terres, eau, alimentation, et à chaque fois, elles sont évaluées, toutes ces solutions sont évaluées en fonction de 2 dimensions, hein, la dimension de la capacité à augmenter l'adaptation et l'atténuation. Et puis il y a une autre dimension encore, c'est le coût
associée au déploiement de telle ou telle solution, qui est estimée par la couleur ici. Et puis une quatrième dimension qui est la quantité de gaz à effet de serre qui peut être évitée en mettant en place telle ou telle solution. Donc on voit par exemple là les énergies renouvelables qui arrivent à réduire très fortement, enfin, des capacités de réduction très fortes des émissions de gaz à effet de serre à faible coût, tout du moins jusqu'à certaines quantités. Puis après, plus on augmente, plus les coûts deviennent importants. Alors, encore une fois, je vais pas tout vous lister, mais voilà, juste pour vous dire, là, aussi sur les habitats, les infrastructures, sur la santé, sur la société, les moyens de subsistance et l'économie, voilà, il y a vraiment une évaluation assez foisonnante de toutes ces solutions qui sont encore une fois disponibles aujourd'hui à coût maîtrisé. Un point sur lequel appuie beaucoup le GIEC, hein, c'est l'importance de la réduction de la demande. Et ce qu'on appelle réduction de la demande, c'est typiquement, hein, dans le langage commun, c'est la sobriété. La réduction de la demande, elle est évaluée là par ces flèches vertes. Alors ici, pour le secteur alimentaire, par exemple, comment lire ce graphique? Le secteur alimentaire représente tant de gaz à effet de serre, hein, 18 gigatonnes de CO2 équivalent par an. Là, l'évaluation du GIEC, c'est qu'en mettant en place des solutions de sobriété, on peut réduire jusqu'à 44% ces émissions. Donc, juste, si je peux dire, avec de la sobriété. Donc, quand on prend l'ensemble de ces secteurs, hein, les 3 premiers notamment, on voit qu'on peut atteindre des réductions de gaz à effet de serre de 40 à 70% à l'horizon 2030. Des réductions de gaz à effet de serre de 40 à 70% à l'horizon 2030, on arrive sur le chemin qui nous mène vers 2 degrés, ou presque à 1,5. Donc, on voit que juste, entre guillemets, avec de la réduction de la demande, avec de la sobriété, on peut être vers un chemin pertinent pour l'accord de Paris. Et donc, c'est juste pour appuyer sur le fait qu'on n'a pas besoin de solutions technologiques futuristes. Alors, quand je parle de sobriété, je voulais juste faire un petit écart ici. Je ne parle évidemment pas de petits gestes qui font porter la seule responsabilité au consommateur final, à l'individu. Je parle pas non plus de politique d'austérité subie rendue nécessaire, la pénurie des ressources, hein, quelque chose qu'on a vu l'année dernière beaucoup. Mais je parle de la définition du GIEC qui est donc un ensemble de politiques et de pratiques quotidiennes qui évitent les demandes d'énergie, de matières premières, de terre et d'eau, tout en assurant le bien-être de tous dans les limites planétaires. Donc on voit bien ici le concept de politique publique, hein, très important, qui doit accompagner, hein, qui est nécessaire pour accompagner ces réductions de la demande, et la question du bien-être de tous, de la transition juste et des limites planétaires, donc pas que considérer les limites de serre. Donc, on a vraiment un enjeu de transformation de nos infrastructures qui doit être accompagné par des transformations, par des politiques publiques d'urbanisme, d'investissement dans les infrastructures, etc. Les technologies et l'innovation, hein, sont indispensables sous plein d'aspects, mais elles aideront seulement, elles seules ne suffiront pas. Donc, on est ici face à des enjeux démocratiques, hein, entre une vision de transformation subie au gré des crises qui s'enchaînent, hein, qui est plutôt ce qu'on vit à l'heure actuelle, versus une transformation choisie et planifiée basée sur les connaissances scientifiques pour anticiper et agir. Alors, je voudrais finir cet exposé en abordant la question de la résilience. Parce que, du développement résilient au changement climatique, parce que ça ouvre une autre dimension. Ce qu'on appelle développement résilient au changement climatique, c'est le processus de mise en œuvre de mesures d'atténuation et d'adaptation, donc beaucoup de choses dont je vous ai parlé, mais afin de soutenir le développement durable pour tous. Et donc ici, on voit la notion de développement durable émerger. Et donc, un des objectifs du développement durable, l'éducation. C'est évidemment pas le seul, mais ça fait écho ici à l'auditoire, j'imagine. Et donc, on voit que on voit de fait, les rapports du GIEC
évalue toutes les solutions d'adaptation aussi à l'aune des objectifs de développement durable. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il est possible, hein, c'est encore une fois une évaluation scientifique, c'est pas juste mon avis, de construire un navire viable et soutenable pour tous et toutes, en agissant rapidement pour construire un développement résilient face au climat. Malheureusement, la fenêtre d'opportunité se referme rapidement et donc il faut agir vite. On voit ici encore une fois la notion d'urgence. Et ici, ce schéma en fait montre que toutes décisions à tous les niveaux en fait sont importantes. Et aussi, donc sur ce schéma, on voit différents passages possibles, hein, futurs, un plutôt vert, qui est plutôt un, un monde dans lequel on aurait peu d'émissions de gaz à effet de serre et qu'on remplirait la plupart des objectifs de développement durable, hein, SDG, et un monde là plutôt rouge où on aurait des très fortes émissions et associé à peu d'objectifs de développement durable remplis. On voit qu'il y a un passage possible, encore possible, mais qu'il faut absolument prendre les bonnes décisions pour ne pas s'enfermer dans des chemins dans lesquels on ne pourrait plus revenir vers des passages plus vertueux. Alors ici, une petite diapo sur l'éducation en particulier et comment elle est évaluée dans le rapport du GIEC. Alors, c'est peut-être beaucoup de mots ici que je vais pas forcément tout lire, mais juste souligner quelques aspects, hein. Encore une fois, c'est de l'évaluation scientifique du rapport du GIEC. Il est nécessaire d'améliorer la connaissance du changement climatique sur les impacts et les solutions possibles pour assurer une mise en œuvre généralisée et durable de l'adaptation. Donc, on voit vraiment, hein, et confiance élevée. Donc, vraiment l'importance de l'éducation, du transfert de connaissances. Deuxième aspect, l'accès à l'éducation, à l'information, hein, les programmes impliquant les arts du spectacle, les arts visuels, les contes, les ateliers de formation sont autant de moyens d'améliorer la connaissance sur le changement climatique et de favoriser les changements de comportement. On voit ici l'importance de l'articulation entre éducation, information et changement de comportement. Les facteurs qui motivent les mesures d'adaptation transformative sont notamment la perception du risque, l'efficacité perçue, les normes, les croyances, les expériences antérieures en matière d'impact, mais aussi les niveaux d'éducation et de sensibilisation. Encore une fois, on voit ici l'importance de l'éducation pour mettre en œuvre des changements transformatifs. Le renforcement de la santé de l'éducation et des services sociaux est essentiel pour améliorer le bien-être de la population et soutenir un développement résilient au changement climatique. Encore une fois, c'est développement résilient au changement climatique, éducation. Et j'avais dit que je n'allais pas tout lire, donc je ne lirai pas la dernière phrase pour ne pas me dédire. Merci Jean. Désolé Jean-Baptiste. Ouais. Je te laisse encore 1 minute pour conclure parce que... Ouais, ben, je conclus en 1 minute. J'avais cette slide qui était une grande liste de différentes évaluations de solutions face à l'aune du développement durable 4, donc l'éducation. On voit ici l'importance, les co-bénéfices entre les solutions qui favorisent l'éducation et les solutions d'adaptation et d'atténuation. Et puis, j'ai laissé cette diapo sur les obstacles à l'action, à la surmontée, les obstacles à l'action, hein, notamment le déni, etc. Donc, évidemment, il y a l'éducation et l'information. Alors, je ne vais pas le lister parce que sinon, je vais me faire des paroles. Mais je finirai par cette dernière diapo qui est que le changement climatique n'est pas un problème physique et technique, mais vraiment un problème sociétal, un problème politique, où évidemment l'éducation a un premier rôle à jouer pour les transformations. Merci. Et désolé d'avoir été un peu long. Bon, c'est parfait. Merci vraiment Jean-Baptiste. C'était très éclairant. Ça tombe bien parce que nous avons une première question assez polémique. Donc voilà. Collègue qui demande pourquoi les petits gestes sont-ils associés à de la culpabilité pour l'individu par le GIEC? Et une deuxième question qui va dans le même sens. Vous avez dit que les comportements individuels n'avaient pas d'effet et vous terminez avec le rôle de l'éducation. Alors, qu'en est-il? Alors, je vais me trouver les caméras. Je ne crois pas avoir dit que le comportement individuel n'avait pas de... Alors, je pense m'être fait mal comprendre si j'ai dit que le comportement individuel n'avait pas d'impact. Ils ont un impact, mais quand on évalue scientifiquement l'importance de cet impact, en fait, il est assez limité s'il n'est pas accompagné par des solutions de politique publique qui permettent de rendre beaucoup plus efficace
les gestes individuels. Donc, je ne dis pas du tout que les gestes individuels sont inefficaces. Euh, je dis juste qu'ils sont étriqués par le manque d'accompagnement, enfin, s'ils ne sont pas accompagnés par des politiques publiques euh, qui permettent de... Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à la question. Non, pas tout à fait. Enfin, en même temps, il y a deux personnes qui ont posé la question un peu sur le même sujet. Mais moi, ma question, c'était plus, puisque vous avez barré effectivement le fait de l'individu et des gestes individuels, vous l'avez barré parce que pour le GIEC, ce n'est pas ça. Il ne faut pas culpabiliser l'individu. Et effectivement, moi, ça m'a questionné parce qu'il me semble que, bien sûr, que c'est largement insuffisant, mais il me semble que c'est aussi important et qu'il ne s'agit pas de culpabilité, mais qu'au contraire, il faut l'encourager. Même si ça n'a pas un impact très important, il me semble que c'est important de l'encourager, que c'est peut-être chaque individu qui va pouvoir entraîner peut-être aussi une politique et un changement politique qui effectivement est fondamental. Alors, quand j'ai barré, ça ne voulait absolument pas dire que les petits gestes n'ont pas de rôle et que le GIEC ne veut pas faire porter la responsabilité. Le GIEC n'a pas cette ambition. Je voulais juste dire que une définition très courante de la sobriété, c'est ces petits gestes qui vont porter la seule responsabilité au consommateur, au final à l'individu, et que ce n'est pas ici la définition du GIEC. Donc, Ouais. quand on parle de réduction de 40 à 70% de gaz à effet de serre, c'était juste pour rappeler la définition du GIEC et de dire que ce n'est pas celle-là. Maintenant, oui, ces petits gestes ont un impact. Hein. Tout tonne de CO2 non dans l'atmosphère a un impact sur le réchauffement climatique. Euh, donc, oui, tous les gestes, tous les efforts ont un impact sur le changement climatique. Ici, l'idée n'est pas du tout de dire que les petits gestes n'ont pas d'impact. Je voulais juste rappeler la définition de la sobriété qui est utilisée dans ma diapo d'avant, dans laquelle est évalué des potentiels très forts réductions de gaz à effet de serre, de l'ordre de 40 à 70%. Si on n'accompagne pas ces petits gestes, ces gestes individuels, pour être moins euh, enfin, ces gestes individuels par des politiques publiques, on n'arrive pas à obtenir des telles réductions de gaz à effet de serre. Mais peut-être que c'est plus porteur de le dire de cette façon-là, comme vous venez de le dire là. Très bien. Alors, Alors, d'autres, oui, je te laisse Antoine peut-être relayer les oui, autres. oui, comme ça, on peut se relayer. Euh, on avait aussi une autre question concernant la, enfin, la croissance économique, les questions d'augmentation de PIB par rapport aux politiques environnementales et sur, enfin, tel que je comprends la question, finalement. Est-ce qu'il peut y avoir une adéquation entre augmentation du PIB et réduction de l'empreinte environnementale ou de l'impact environnemental des activités humaines? Alors, le terme de croissance du PIB, le GIEC ne prend pas cette dimension-là pour la simple et bonne raison que le GIEC est un organisme d'évaluation internationale et que les situations des pays sont tellement différentes qu'il est très difficile de répondre à cette question de manière générique. Euh, il me semble qu'il y a beaucoup de controverses sur cette question-là, avec certaines études qui disent plutôt oui, certaines études plutôt non. Et puis celles qui disent plutôt oui, c'est possible de découpler. Les questions sont à quel point, enfin voilà. Euh, donc, en tout cas, le GIEC n'entre assez peu sur ce terrain. Alors, il y a des chapitres dans lesquels la littérature scientifique sur ces aspects est revue, enfin, est évaluée, mais il n'y a pas de conclusion très forte sur cet aspect-là. La dimension que le GIEC préfère utiliser, c'est la dimension des objectifs de développement durable,
et donc une autre définition de ce qu'on pourrait appeler croissance. Euh, et donc, qui dit clairement que il y a, c'était la dernière partie de mon intervention, il y a des passages possibles pour atténuer le réchauffement climatique et s'adapter et remplir des objectifs de développement durable. Ange, tu veux relayer la prochaine question? Oui, et donc on a une question. Est-ce qu'on surveille les paramètres de Milankovitch? Alors là, j'avoue, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Alors, vous voulez dire sur la rotation de la Terre, c'est ça? Alors, il faudrait que peut-être la personne qui a... Si vous voulez préciser la question, n'hésitez pas. En tout cas, tous les cycles naturels, si c'est ça la question, tous les cycles naturels sont évidemment évalués pour leur contribution au réchauffement climatique. Et donc, en fait, la personne précise, sait-on à quand la prochaine glaciation? Et elle dit oui, c'est ça, et les paramètres astronomiques. Mais je pense que j'ai zappé la question sur les éco-délégués. Donc, à quand la prochaine... Il faudrait couper vos micros si vous ne vous exprimez pas. Alors aujourd'hui, il me semble qu'on est plutôt dans une phase où on va vers un refroidissement par rapport aux paramètres astronomiques. Ce n'est pas mon expertise, donc je vais pas pouvoir répondre très clairement à cette question. Toujours est-il que oui, tous ces aspects-là sont évalués dans le rapport du GIEC de manière très sérieuse. Alors je ne pourrais pas vous dire quand... Il me semble qu'en ce moment, on est plutôt vers un refroidissement par rapport enfin, on serait mené plutôt à un refroidissement par rapport au cycle astronomique. Mais prenez un petit peu enfin, voilà, vérifiez l'information. Et malgré tout, on a un réchauffement dû aux activités humaines. Mais oui, évidemment, c'est pris en compte dans l'évaluation du GIEC. On a une question. Alors, les éco-délégués, donc c'est une collègue Pascal Gérardo, les éco-délégués, à l'occasion d'une formation le lundi, ne comprennent pas les efforts individuels demandés, alors que les politiques et certains pays industrialisés ne se préoccupent pas de l'environnement. Donc, on revient à cette histoire d'échelle. Comment on peut rendre, en fait, en implicite, rationnel, compréhensible et opérationnel pour les jeunes cette question d'échelle? Alors, je pense que enfin, c'est difficile, c'est une question difficile qui revient très souvent. C'est une question difficile. Je pense qu'encore une fois, il faut rappeler que chaque personne sur cette planète peut contribuer à réduire le réchauffement climatique. Parce qu'encore une fois, chaque tonne de CO2 dans l'atmosphère en moins euh, contribue à réduire le réchauffement climatique et contribue donc à réduire les risques associés au changement climatique, la mortalité, la morbidité, la perte des écosystèmes. Donc toute action est bonne. Ceci dit, nous n'avons pas le même niveau de responsabilité en fonction de notre place dans la hiérarchie décisionnaire. Et donc, je pense que ça aussi, c'est important à prendre en compte parce que on peut se sentir très démuni et très presque culpabilisé euh, quand on est en bas de l'échelle hiérarchique décisionnaire. Euh, Par exemple, un éco-délégué par rapport au président de la République. Euh, et je pense qu'il faut aussi bien rappeler la responsabilité qu'on porte est différente en fonction de notre place dans cette hiérarchie. Euh, donc, je ne sais pas mieux répondre que ça à cette question. Encore une fois, tous les gestes sont bons à prendre. On peut avoir aussi des effets d'entraînement, comme ça a été mentionné euh, euh, dans une question. Et puis aussi, on peut aussi avoir un bien-être à se sentir en accord par rapport à une évolution qu'on voudrait voir advenir de la société. Alors, il y a encore une autre question qui concerne en fait le recrutement des membres du GIEC. Comment est-ce qu'ils sont finalement identifiés? Alors, c'est un processus politico-scientifique. C'est les gouvernements, donc les membres du GIEC, ce sont les États de l'ONU.
ils se rassemblent et puis ils disent on va faire un 6e cycle d'évaluation du GIEC. Voilà, ils sont rassemblés en juillet dernier et puis ils ont dit on va faire un 7e. Donc, on démarre une 7e cycle d'évaluation cette année. Et donc, ils décident de quel type de rapport on va faire. Est-ce qu'on va avoir un rapport spécial sur tel ou tel sujet? Est-ce qu'on va avoir un rapport général, comme c'est ce dont je vous ai parlé là? Et en fonction du type de rapport, ils vont dire, bon, voilà, moi, dans mon pays, chaque délégation de l'ONU va dire, voilà, dans mon pays, les auteurs et autrices que je voudrais mettre en avant. Donc en France, typiquement, alors chaque pays s'organise comme il veut. En France, ça passe par les organismes de recherche publics en général. Donc typiquement, le ministère va contacter le CNRS, l'IRD, enfin différents types d'organismes de recherche et puis dire, voilà, est-ce que vous pouvez me donner un certain nombre de chercheurs, chercheuses spécialistes sur telle ou telle question pour qu'on donne une liste au GIEC. Et puis ensuite, le GIEC, donc le bureau du GIEC, qui est un ensemble de scientifiques qui organise un petit peu la production des rapports. En France, sur le 6e cycle d'évaluation, il y avait Valérie Masson-Delmotte dans ce bureau du GIEC, que vous connaissez sûrement, moins de noms. Et donc, ce bureau du GIEC va recevoir de tous les gouvernements des listes de noms de scientifiques avec leurs expertises et va sélectionner parmi cette liste de noms les auteurs et autrices pour le rapport en question en fonction des expertises, aussi en fonction de la diversité régionale dans le monde et aussi en fonction de la diversité de genre. Merci. On a encore des questions. Je ne sais pas si on pourra tout balayer parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Mais peut-être juste, je les relais et puis après on arrête. Un collègue dit Nicolas Milankovic, climatologue serbe, qui a travaillé sur les paramètres orbitaux. Bon, je ne sais pas ce qu'il dit. Procession équinoxe, variation de l'obliquité, date de périphérie. Peut-être que c'est une information qu'il apporte au débat sur la question d'avant. Et une question à nouveau sur cette question d'échelle, mais là, c'est une comparaison inter-État. Toujours les élèves, les écoles et délégués font état qu'ils ont le sentiment que la France fait davantage que les États-Unis ou la Chine. Et une autre collègue raconte que les élèves sont plus sensibles à l'histoire du colibri. Donc, on voit bien qu'il y a l'échelle individu, institution et entre États. Donc, bon, voilà, oui, je dis toujours, on essaiera de récupérer le diapo pour communiquer aux collègues. Et en tout cas, on a enregistré la visio et on la communiquera. Je te laisse peut-être Jean-Baptiste finir sur ces questions, puis après on sera obligé d'arrêter. Et navré pour tout le monde parce que sur la différence entre États, vu que j'ai déjà abordé la question individuelle collective. Oui, tout à fait. Donc sur la question entre États, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les États n'ont pas la même responsabilité. Et notamment la France a une responsabilité bien plus importante que la Chine au niveau historique, puisque c'était les deux exemples qui étaient donnés. Et puis, deuxièmement, donc on entend souvent, oui, la France, c'est que 1% des émissions. Alors, j'ai l'impression que la question n'était pas forcément sous cet angle-là, mais en fait, tous les pays à 1% des émissions, ça représente, je ne sais plus moi, 60% des émissions. Donc, si jamais chaque pays qui a 1% dit je veux rien faire, on n'y arrivera jamais. Et donc, il faut que chacun s'engage, d'une part par rapport aux responsabilités historiques, et c'est extrêmement important. Je pense que la France doit faire plus rapide je pense, c'est la COP, la conférence des parties, c'est les accords de Paris, doivent faire plus rapide et plus fort parce qu'ils ont une responsabilité historique plus importante. Et après, la France s'engage, d'une manière tout à fait indépendante, s'engage à respecter l'accord de Paris. Aujourd'hui, on a une loi nationale qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone qui prévoit une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et il s'avère, c'est le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, qu'on est bien engagé en France vers une réduction de nos émissions. Et cette réduction, elle est beaucoup trop lente, elle est 2 fois trop lente pour atteindre les objectifs qu'on s'est nous-mêmes fixés. Et donc, je pense que l'idée n'est pas forcément d'essayer de se comparer entre États. Enfin, en effet, il faut qu'il y ait un phénomène d'entraînement. Les COP et la géopolitique sont extrêmement importants pour ça. Mais il faut aussi prendre le problème là où il est,
à notre échelle, à l'échelle de l'État, à l'échelle de la région, à l'échelle du département, à l'échelle de l'académie, et de remplir les objectifs qu'on se fixe. Merci Jean-Baptiste, merci à tous les collègues présents et à ceux qui ont dû partir en cours pour rejoindre leur classe. Comme précisé avec Monsieur Antoine Maigret, chef de mission EDD sur l'Académie Saint-Tué, nous avons enregistré l'intervention et nous la mettrons à disposition des collègues. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi, bon retour en classe et à bientôt. N'hésitez pas aussi à joindre soit M. Maigret, soit moi-même pour la FPR S'aventurer si vous avez besoin de ressources particulières ou autres. Au revoir.